c'est un drôle de bonhomme. Non, mais ça a toujours été, parmi les gens que j'ai connus, c'est vraiment la personne qui m'a toujours le plus intrigué. Hein. Parce que les autres, enfin, je sais pas, ceux qu'on connaît, on dit bon, il fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Léris, il vous échappe toujours, il vous échappe. Oui, on le voit ici, ah oui, mais là, ah bon, oui, mais c'est pas tout à fait ça, oui. C'est un homme très... On peut pas mettre d'étiquette, on peut pas dire qu'il était surréaliste, oui, mais il était ethnologue, oui, ça c'était son métier. Il est un biographe, oui, d'accord, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il a des 36 jours, il est poète, oui, mais... vous voyez, c'est difficile de le cataloguer. Une vie, une œuvre, Michel Léris, Catherine Pont-Imbert, Jean-Claude Loiseau. Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts, afin d'éviter qu'ils ondulent, par crainte aussi que ne se développe une calvitie menaçante. Autant que je puisse en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille ou une falaise, marque classique, si l'on en croit les astrologues, des personnes nées sous le signe du taureau. Un front développé, plutôt bossué, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport, selon le dire des astrologues, avec le signe du bélier. Et en effet, je suis né un 20 avril, donc aux confins de ces deux signes, le bélier et le taureau. Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières habituellement enflammé, mon teint est coloré, j'ai honte d'une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très dessinées. Mes deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d'assez faible ou d'assez fuyant dans mon caractère. Bon, son œuvre, on s'y retrouve aussi, il faut dire, hein, surtout dans il raconte des choses pas gaies, qu'on n'aime pas se dire à soi-même. On dit tiens, mince alors. Enfin, il y a des côtés comme ça, mais ça vous fait du bien en même temps. Hein. Quelque chose qu'on se révèle à soi-même par un autre, puis par quel autre. C'est à partir de ce moment-là, moi j'avais écrit, je me souviens de cet article qui l'avait frappé, je m'en souviens parce que c'est lui qui me l'a dit, c'était un revue international, c'est donc en 1945, où j'annonce, grâce à lui et par lui, l'irruption du corps dans la littérature. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai les jambes un peu courtes par rapport à mon torse. Est-ce que c'est un homme qu'on admire? On l'admire pour sa sincérité. Oui, on dit mince, quel culot. C'était le cas de Limbourg, qui était un de ses amis. J'aime à me vêtir avec le maximum d'élégance. Et Limbourg qui disait « Oh, Michel, oh, le culot !» J'ai horreur de me voir à l'improviste dans une glace. Je me juge d'ordinaire profondément inélégant. Je me trouve à chaque fois d'une laideur humiliante. Oui, mais ton cœur, tu l'as gardé. C'est pourquoi, malgré tous tes sourires, mon regret ne cesse de te dire: tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas, jamais, jamais tu ne sauras. Je voudrais tomber malade à force de sincérité, donner l'exemple unique d'un homme qui, somme toute, s'est rarement illusionné sur lui-même et a su mieux que quiconque voir clair en lui. Michel Léris marque son entrée en littérature dans les années 20 par un pacte de vérité. Rivé jusqu'à la tentation du suicide au devoir de lucidité, il va pratiquer l'autobiographie comme peu l'ont fait avant lui. Exigence et fidélité lui servent de lien. Léris est un passeur entre poésie et action. Bientôt, dans les boîtes du Paris Noir, il découvre le jazz.
signe de ralliement qui lui ouvre les portes d'une Afrique avec laquelle il partage la fièvre d'une communion proche de la possession. Secrétaire archiviste de la mission Dakar-Djibouti, il trouve l'occasion d'enquêter sur les rites et les rêves des autres. La quête de soi se double de la quête de l'autre. Son travail sur la possession répond à une nécessité intérieure et renvoie à une recherche intime, traquer le sacré dans le quotidien, ce qu'il poursuivra plus tard dans ses écrits sur la tauromachie. Chez Léris, ethnologie et poésie sont les deux versants d'une même exigence, travailler à sa propre libération. Attendez voir. Quand je me suis marié, j'ai récité un poème de Léris. C'était dans un recueil. Ce recueil avait paru chez Gallimard, ça devait être dans la collection de Paulan. Ça s'appelait Le Haut Mal. Le Haut Mal. Et j'ai, quand au moment où tout le monde chante, etc., j'ai sorti mon poème. Alors les gens stupéfaits, ils ont dit, bon, ça va un peu comme ça. Enfin bon, ça, sans aucun effet. Bon, c'était pas le lieu ni la circonstance, mais enfin, peut-être que je pouvais faire des épates aussi, hein, ça c'est possible. Lorsque vous avez publié en 1955, Maurice Nadeau, un texte qui était consacré à Léris, c'était le premier, hein, Michel Léris et la quadrature du cercle, vous relatez la réaction qu'il a eue. Il vous a dit « on dirait que je suis déjà mort ». C'est-à-dire que l'idée même qu'on lui consacre une étude lui semblait totalement déprimant. Oui, mais en effet, quand le livre a paru, il n'était pas très satisfait. Oui, je lui avais envoyé un certain nombre d'exemplaires, comme on fait aux auteurs. Hein. Et il m'avait dit vous n'attendez pas que je fasse de la publicité pour ça. Oui, il m'avait dit ça. Non. Puis en plus, oui, c'est ce que vous dites, que ça ne lui plaisait pas beaucoup de voir quelqu'un qui parle de lui comme s'il était déjà mort. Oui, en effet. Et moi, j'ai été frappée par le fait que dès les premières lignes de cet ouvrage, vous parlez de la voix de Léris, dont vous dites que c'est une voix ressassante, assourdie et légèrement crispée. C'est vrai que c'est un trait marquant du personnage. Oui. Je crois que c'était je crois, c'est évident, c'était un grand timide. C'était un grand timide. Dans même ses rapports avec les gens étaient toujours difficiles. Bon, il y avait ce tic de se frotter le front dès qu'il était comme ça, serrer la main, il ne pouvait pas serrer la main. Bon, plus tard, oui, quand on se connaissait mieux, quand on se connaît mieux, mais il fuyait un peu les contacts aussi, un peu comme ça, rougissait facilement. Et peut-être c'est une des raisons aussi pourquoi il s'est mis à écrire tout ce qu'il a écrit, qui, à l'époque, enfin déjà dès l'âge d'homme, ça a fait sensation. Hein. C'était un peu scandaleux ce qu'il racontait sur ses intimités. On n'était pas habitué encore. Et ça a même donné... Ça a été le déclic, mais alors après la guerre, de toute une littérature qu'on appelait de l'aveu. Quand je dis autobiographie, ça ne veut pas dire du tout le plaisir de raconter ma vie. C'est plutôt découvrir, si possible, qui je suis, ce que j'aime, ce que je fais, ce que je préfère faire, ce que je suis, en somme. Étant entendu qu'on ne dira jamais tout. Dès les années 1917-1918, donc Léris est vraiment un tout jeune homme, vous soulignez, Aliette Armel, le fait qu'il vit un très fort dénigrement de lui-même, dont il considère d'ailleurs assez rapidement que c'est la seule chose qui soit digne d'être publiquement proclamée. Alors c'est effectivement quelqu'un qui n'a jamais eu grande confiance en lui, ça c'est le moins qu'on en puisse dire. Prendre sa place dans le monde, je crois que c'est effectivement c'est peut-être le souci de son existence, d'arriver à prendre quelle est sa place dans le monde. Donc bon, personnellement, je vois beaucoup de choses dans le fait qu'il soit un enfant qui ait pu mettre en doute les raisons de sa naissance, puisqu'il est né après une sœur qui était morte et qu'on voulait une fille à nouveau qui serait appelée Micheline, et qu'en fait c'est lui, Michel, qui est né. Enfin bon, peut-être y a-t-il des petits derniers, enfin des difficultés de cette nature, avec des frères, l'un beaucoup plus fort, Jacques, l'aîné, qui avait une grande prestance et une capacité à agir, l'autre, Pierre, avec lequel il s'entendait bien, mais qui était aussi très brillant, un violoniste.
Et donc, oui, cette impression qu'en fait, il n'était finalement pas vraiment doué pour beaucoup de choses et se disant toujours sans courage, jusqu'à la fin de sa vie, il le dit, physiquement ne s'aimant pas beaucoup, même si, par contre, c'était un excellent danseur. Donc il y a quand même, il se laisse porter à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il ne s'aime pas, mais il danse. Donc c'est un personnage extrêmement complexe, qui est tout le temps dans le dénigrement de lui-même et dans la démonstration dans les faits que finalement, c'est pas aussi grave que ce qu'il pense. Et cette libération, il l'a beaucoup obtenue, c'est vrai, pendant très longtemps, par l'alcool. Et c'était aussi quelqu'un qui se laissait porter à penser que, et d'ailleurs, plus que penser, c'était dans la réalité, l'alcool lui permettait de libérer cette inhibition qu'il avait face aux autres et qui lui rendait difficile le contact. J'avais 20 ans, 21 ans quand j'ai connu Max. Et alors c'est ensuite, j'ai connu d'ailleurs, pas directement, mais c'est parti de Max, j'ai connu Roland Toile, qui a maintenant disparu, et qui était très ami d'André Masson, et qui m'a mené dans l'atelier d'André Masson. Alors c'est là que pour moi tout a vraiment commencé. André Masson a joué un rôle dans ma vie d'une importance extrême. Max Jacob m'avait montré énormément de choses, c'est entendu, mais il y a une chose qu'il ne m'avait pas montrée et que Masson m'a montré, c'est que c'est très bien d'être un peintre ou un poète, mais ceci implique une... Je sais bien que c'était aussi l'opinion de Max, mais Max était chrétien, qui est tout de même très autre chose. Masson, lui, était nietzschéen. Il m'a montré qu'il y avait un certain style de vie qui devait accompagner nécessairement, même pas accompagner, être fondu avec le style d'art, si je puis dire, que nous aimions. Notamment, avant même que, à sa suite, je devienne surréaliste, c'est lui qui m'a montré que, par exemple, on ne pouvait absolument pas rester indifférent devant les événements politiques. Le groupe de la rue Blomet, là où se trouve l'atelier d'André Masson, de même que celui de Miro d'ailleurs, va très vite devenir pour Michel Leiris, à partir de 1922, le lieu où il passe en fait l'essentiel de son temps et le lieu de son initiation intellectuelle, poétique, picturale. Enfin, c'est un lieu d'intense émotion pour lui. Il a vécu là des moments extrêmement forts. Oui, c'est un endroit où, pour tous ceux qui l'ont fréquenté, je pense, qui était vraiment un creuset, sans doute un endroit extrêmement bohème, où il y avait pas des lits, mais des paillasses, où l'on pouvait dormir lorsqu'on voulait passer la nuit. Masson peignait, Artaud passait, les peintres, d'autres peintres passaient. Enfin, c'était un lieu de discussion permanente, et un lieu où Michel Leiris est né à la création, effectivement, dans un atelier de peintre. Je crois que ça, c'est important pour sa vision. C'est-à-dire qu'en fait, il a toujours vu les choses aussi avec un regard lié à la peinture. Je ne dirais pas un regard pictural, c'est peut-être trop, mais un regard lié à une observation des choses qui pouvaient être prises dans un sens pictural et dans un travail en commun avec d'autres. Bon, le livre qu'il fait avec Masson à l'époque s'appelle Simulacre, en est le témoin. Donc c'est très important pour toute son œuvre, le fait que vraiment elle ait été baignée dans ce type de travail aussi qui est celui du peintre, qui est un petit peu un travail, je dirais presque d'artisan, où la technique compte. Et Michel Leiris a été aussi quelqu'un qui était dans la précision d'une sorte de geste par rapport à l'écriture, je dirais. Je marche le haut du corps incliné en avant.
J'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir le dos voûté. L'origine de l'âge d'homme, c'est Georges Bataille, avec qui j'ai toujours été très lié, qui devait avoir la direction d'une collection de livres érotiques à paraître sous le manteau. Il m'avait demandé de lui donner quelque chose. J'avais pas refusé catégoriquement. Je ne me voyais absolument pas écrivant un roman érotique. J'ai fini, comme il insistait, et moi-même ça m'ennuyait, comme j'aimais beaucoup, j'admirais beaucoup, ça m'ennuyait de ne rien lui donner pour cette collection. Et j'ai fini par lui faire la proposition suivante. Je lui ai dit, mais si je te donne des souvenirs, une sorte d'autobiographie touchant à l'érotisme, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Il m'a dit oui. Et alors, j'ai rédigé le livre en question, dont l'armature, enfin le fil conducteur, m'a été fourni, comme je le raconte dans le livre, par la trouvaille que j'avais faite par pur hasard. J'étais à ce moment-là le secrétaire de rédaction de la revue Documents, dont Bataille était le secrétaire général, cherchant, je ne me rappelle absolument plus quel document iconographique pour un article qui devait paraître dans la revue. J'étais allé feuilleter des albums chez Giraudon, quand je suis tombé sur cet extraordinaire, non pas diptyque, parce qu'il paraît que c'est deux tableaux jumelés, mais il ne s'agit pas d'un diptyque au sens strict. Ces deux admirables tableaux de Cranach, qui ont été malheureusement détruits pendant la dernière guerre, Lucrèce et Judith. Et ça m'a paru absolument extraordinaire. Enfin, l'opposition de ces deux figures, la femme qui tue et celle qui se tue. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de répartir, en somme, entre ces deux figures, de ces deux figures opposées et complémentaires, ce que j'avais à dire dans l'âge d'homme. Il est loisible à chacun de se demander, à la vue du tableau double de Cranach, si ce ne sont pas des chaînons analogues qui ont relié dans son esprit les deux héroïnes, Lucrèce la chaste et Judith la catin patriote, au point de les représenter en un même couple de figures. On peut supposer également que leurs deux gestes, apparemment distincts, étaient au fond identiques et que, pour toutes deux, il s'agissait avant tout de laver dans du sang la souillure d'une action érotique, expiant, l'une, par son suicide, la honte d'avoir été violée, en y prenant peut-être du plaisir, l'autre, par le meurtre du mâle, celle de s'être prostituée. De sorte que ce ne serait pas sur un simple caprice, mais en vertu d'analogies profondes que Cranach les aurait peintes en pendant, toutes deux pareillement nues et désirables, confondues dans cette absence complète de hiérarchie morale qu'entraîne la nudité des corps et saisies au bord d'actes particulièrement exaltants. L'âge d'homme, dont on peut considérer, Maurice Nadeau, que c'est vraiment le pilier central de l'œuvre de Léris, c'est un texte qui repose en fait sur une découverte très concrète, qui est celle d'un tableau de Cranach, Judith et Lucrèce. Et vous parlez très bien de ça en évoquant le goût de Léris pour l'Antiquité. Vrai, parce qu'en fait, oui. à partir de ces deux figures de femmes, il parle de son rapport à tout ce qui est antique. C'est vrai. D'abord, ça venait après une psychanalyse, j'ai l'impression. Et c'était un petit peu la mode aussi dans les années 30 de se faire psychanalyser. Queneau s'est fait psychanalyser, pas Breton, il était plus malin que ça. Enfin, il y en avait beaucoup. Léris était un de ceux, je crois aussi, Bataille, Caillois, des gens comme ça, ils voulaient savoir. Bon, c'était quelque chose de nouveau. Et probablement la psychanalyse lui a appris sur lui-même un certain nombre de choses, notamment peut-être ce goût de l'antique qui pour lui était aussi un goût du marbre, un goût de la statue antique, du minéral, quelque chose qui lui donnera une ossature, l'acier, les choses, enfin comme quelqu'un qui flotte, qui se sent mou, qui voudrait s'agréger à quelque chose, à un squelette, disons. Bon, alors, ces deux figures emblématiques, j'ai d'ailleurs oublié ce qu'elles signifient maintenant, ça lui permet d'accrocher un certain nombre de rêves d'abord, d'obsessions aussi,
Et donc de voir aussi ce qui se passe chez lui, tout en racontant des choses qu'on n'a pas l'habitude d'écrire. Enfin, c'est vrai. Qui sont gênantes à l'époque. Sur le surréalisme, Aliette Armel, Michel Léris et Georges Bataille diffèrent, puisque Léris adhère, même si c'est pour une courte période, tandis que Bataille, tout de suite d'ailleurs, se démarque du surréalisme. En revanche, leur rencontre est très importante et ils partagent énormément de choses. Ils partagent notamment une fascination commune pour la cruauté. Oui, lorsque Bataille découvre les fameuses pour tous ceux qui connaissent Bataille, photos d'un supplicié chinois. C'est à Léris qu'il les montre. Et c'est quelque chose de très secret pour Bataille. Et le fait de les montrer à Léris démontre à la fois une grande confiance et le fait qu'il sait que Léris sera touché d'une manière ou d'une autre par ces photographies de ce supplice ce qui fascinait Bataille, parce que l'on voyait les suppliciés en même temps sourire. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de la fascination d'une certaine forme de douleur et de souffrance, alors qui n'est pas du tout celle de Léris. Léris ne cherche pas la douleur pour la douleur, au contraire, il la fuit. Ensuite, ça c'est encore une autre chose, sur le conseil de Bataille, je me suis fait psychanalyser, parce qu'il y avait différentes choses qui pour moi ne tournaient absolument pas rond. Je buvais beaucoup, et souvent d'une façon désagréable, avec des saouleries absolument ignominieuses. J'étais assez malheureux, j'étais dans des angoisses terribles au sujet de mon travail, quand il me fallait par exemple remettre à une date un article pour document. Bref, ça n'allait pas du tout. Et je suis allé me faire psychanalyser suivant le conseil que Bataille m'avait donné. Enfant, j'étais déjà cruelle. Je haïssais les hommes, tristes animaux tout juste bons à s'accoupler, et même les bêtes et les végétaux, ne gardant quelque amour que pour ce qui est inanimé. Des femmes, je n'aimais guère que leur parure de cristaux. Lorsque je les voyais nues, pour que mon désir fût excité, il me fallait imaginer qu'elles étaient des statues, des êtres froids et rigides, sans viscères et sans peau, et non la variété femelle de ces petites outres sinueuses, pleines de sensations mal définies et de sanglots, qui s'intitulent les hommes. Mon propre corps, je ne le regardais qu'avec dégoût. J'usais de tous les ingrédients aptes à lui donner un aspect granitique, et souvent il m'arrivait de rester immobile durant des heures entières, pensant ainsi me rapprocher dans une certaine mesure des statues. Vous dites, Aliette Armel, que pour Léris, pour tenter d'échapper à ce sentiment de mort qui l'obsède complètement, il s'endurcit comme la pierre, ce qui nous renvoie d'ailleurs à cette fascination pour l'Antiquité qu'il avait et pour la statuaire. De toute façon, c'est un rêve quasiment des origines, c'est-à-dire il se sent fragile, affectivement, psychologiquement, physiquement, et ce qui le fascine depuis tout petit, c'est la pierre. Alors la neige, le froid de la neige est lié aussi à la mort de son père un soir de neige. Enfin bon, quand la neige tombait, souffrir de neige, c'était une expression de Léris. Mais tout ce qui est de l'ordre du froid, la glace, la minéralisation. Oui, mais cette nature pétrifiée de tout ce qui est antique, pour Léris, elle s'oppose quand même au liquide et au féminin, c'est-à-dire des choses qui sont menaçantes pour lui. Le féminin, en effet, c'est quelque chose, c'est la dissolution, c'est l'écoulement, c'est quelque chose qui lui répugne et qui
c'est un peu un avilissement. Enfin, c'est aussi une marche vers la vieillesse, une dégringolade. Enfin, il y a quelque chose qui... Parce qu'il est hanté aussi par... dès le plus jeune âge, il est hanté par la mort. Il est hanté par la dissolution, disons. Là, il ne se voit pas du tout comme... Donc, il lutte de cette façon. Laisser, en effet, une statue, quelque chose de solide, de dur, bon, ça peut se comprendre. Aurora, si je ne me trompe, je l'ai écrit en 1928. C'est-à-dire à une époque où même je ne voyais plus beaucoup les surréalistes, mais en principe, j'étais encore surréaliste. Je n'avais pas rompu avec eux. Et c'est le récit, très transposé, bien sûr. Et puis, il y a des parties qui sont presque des textes résultant de l'écriture automatique. C'est au fond le récit d'un voyage que j'avais fait en Égypte et en Grèce. Un moment aussi où j'en avais eu assez d'être à Paris. Enfin, l'atmosphère littéraire artistique parisienne m'était désagréable. Et j'avais fait ce voyage pour me changer les idées, comme on dit. À faire l'amour ainsi, avec ces femmes d'albâtre, au crâne plus nu que des cailloux, presque aussi dures et blanches que le sol dépouillé qui supportait leurs membres. Il me semblait que je parcourais des glaciers, que je marchais pendant des heures à travers des champs de neige, à peine troublés par un soleil rougeoyant auquel l'hiver donnait cet aspect net et métallique. Je ne caressais plus des femmes, mais des rivières gelées et des étangs solides sur lesquels mes pensées pouvaient amoureusement glisser comme une troupe de patineurs écrivants. Diamants imaginaires sur ce miroir imaginaire, le seul nom féminin que j'ai jamais pu tolérer à cause de son adorable froideur. Je veux dire Aurora. Mais ma jouissance n'était jamais qu'une grande débâcle, avec la glace mise en morceaux et la flexueuse humanité immédiatement réinstaurée dans ses eaux sales. I believe that you were free and I could win your heart, but I find we only can be friends. Though there is no hope for me and you and I must part, still this is the way the story ends. Though I know I'm wasting my time to love you, strange as it seems, deep in my heart I do. It seems I keep on thinking of you, clinging to dreams, dreams that will not come true. One night of bliss, one stolen kiss is thrilling me yet. Why should it be unlucky me who now must forget we ever met? Though you can be nothing to me, I want you. Strange as it seems, deep in my heart I do. One night of bliss, one stolen kiss is thrilling me yet. Why should it be unlucky me? La découverte du jazz au début des années 20 est essentielle pour Michel Leiris. Et il lui attribue, Francis Marmande, c'est dans l'âge d'homme, il lui attribue ces fameux pouvoirs de ralliement et de communion qui sont des pouvoirs quasi religieux.
C'est tout à fait bien vu et surtout ça donne un renseignement sur l'époque. C'est-à-dire que lorsqu'il parle d'un signe de ralliement et de puissance orgiaque et de la gaieté communielle que le jazz répandait, alors il s'agit dans l'immédiate après-guerre, puisque les premiers orchestres sont venus pendant la guerre de 14-18, conflit essentiel sur 1001 points, mais sur le fait aussi que et les corps expéditionnaires des colonies à l'époque française et les secours à partir de 1917 des troupes de Pershing font que les Noirs arrivent en France. Alors je le dis avec ce mot qui aujourd'hui commence à être discuté après que celui de nègre ait été défendu, mais donc les Africains américains, les Africains tout court, ce que vous voulez, en tout cas les corps autres, et qui apportent avec eux, pas seulement une couleur de peau, ça c'est presque secondaire, mais une manière de marcher, une manière de parler, une sociabilité, une façon d'être. L'arrivée de Joséphine Baker, c'était une tornade, enfin, avec Paul Colin, l'affichiste, avec tous les musiciens autour de sa beauté, mais de cette si grande liberté de corps. Donc Léris, pour lui, c'est à la fois une musique que, d'une certaine manière, il attend. Je ne voudrais pas être trop paradoxal, mais quand il raconte dans L'Âge d'homme les choses qu'il aimait enfant, c'était les arts mineurs, on va dire. C'est-à-dire le cirque, Foutit et Chocolat, les petits numéros, les petites bêtises, des choses très acrobates, très fortes. Foutit et Chocolat, c'était un numéro de duettiste avec un peu comme des clowns, un peu comme des voltigeurs, mais l'un était noir. Enfin bon. Et Léris, du coup, comme les surréalistes qu'il fréquente, et il est membre du groupe, comme les esprits très très innovants de cette époque-là, savent que ça se passe ailleurs, quoi, que l'ancien monde est fini, les arts officiels, et que du coup, il faut faire attention et prêter vraiment la plus grande vigilance à la publicité, aux musiques populaires, aux chansonnettes, au cinéma, à tout ce que l'establishment décriait à ce moment-là. Donc le jazz arrive là-dedans et il arrive comme une sorte d'épreuve de plus grande authenticité de ce qui était prévisible. Mais sur la liberté des corps et sur l'altérité, je crois qu'il y a quand même pour Léris une découverte aussi très importante à travers le jazz, c'est la fascination qu'exerce le corps des femmes noires. Je crois que c'est à propos de Joséphine Baker qu'il dit l'autre absolu, c'est ça Ah, oui, voilà. oui, oui. Et pour lui, c'est important. Oui. Je pense que c'est un sujet périlleux à aborder aujourd'hui à cause de tous les garde-fous, toutes sortes de précautions oratoires. Mais je crois qu'on serait bien inspiré de revenir à une vision assez tranquille. C'est-à-dire que ces garçons qui ont entre 20 et 24 ans, qui sortent quand même d'un puritanisme, on le voit dans ce qu'ils écrivent, dans la façon dont ils racontent leurs premières expériences sensuelles. C'est un désastre. Il n'y a guère que les gamins des années 50 qui ont reconnu ça. Enfin, pareil. Et du coup, lorsqu'ils voient cette femme, sans que ça puisse être taxé de quelque sexisme que ce soit, mais ils voient la beauté pure, la beauté d'une part, la plastique, hein, comme un corps qui serait un corps de déesse noire, voilà. Et de notre côté, la liberté d'être soi, parce que ça, ils l'apprennent d'elle. Hein. Et je crois qu'ils en parlent les uns et les autres, Léris tout particulièrement, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de désir déclaré, bien entendu, moyen de faire autrement, mais avec beaucoup de charme. Ils ont vu cette femme telle qu'elle était, mais elle leur a donné à voir aussi pour qu'il puisse être moins sot qu'il ne l'était avant. Hein. Mais je pense qu'il s'est passé des choses là, d'aller-retour, qui étaient comme une information d'intelligence réciproque.
Je crois que le préjugé de race, on peut en trouver l'origine dans un passé relativement récent. C'est à partir du moment où l'expansion coloniale des peuples occidentaux s'est opérée dans d'autres parties du monde que, comme justification de cette entreprise colonisatrice, on a, je ne craindrai pas de le dire, inventé le préjugé de race. Il fallait bien décréter irrémédiablement inférieurs les gens que l'on assujettissait. Tout ça est tellement extraordinairement mélangé, et Léris a vu ça pour au moins les deux raisons qui font qu'il a droit de dire « je n'ai jamais été raciste ». C'est formidable comme phrase. C'est bien quand on sait que de soi-même on ne l'a jamais été, donc il le dit en toute tranquillité. L'autre chose qu'il dit, c'est le jazz qui m'a conduit sur le chemin de l'anthropologie. L'autre. C'était pour ça que je faisais partie de cette mission. C'était mon camarade Marcel Griol, l'ethnographe très célèbre qui en était alors à peu près à ses débuts, qui m'avait proposé de participer à une mission qu'il comptait faire en Afrique, et qui m'avait proposé, comme je n'étais pas du tout ethnographe de formation, il m'avait proposé de tenir le journal de cette mission, ce que j'avais accepté. Mais étant entendu, ça, c'était dans ces conditions-là que ça m'intéressait, et je ne le lui avais pas caché à lui, étant entendu que ce journal serait un journal total. Je veux dire un journal à la fois extérieur, enfin journal de voyage, et journal intime. Et c'est vrai que Michel Léris a mis de très longues années à trouver sa forme, a d'abord essayé effectivement dans une certaine forme de poésie, a changé avec Jacques Baron de forme de poésie, puis quand même a tenté le roman avec Aurora. Aliette Armel. À faire un journal de voyage, l'Afrique fantôme, qui a aussi énormément compté. Cette façon qu'il a eue de dire, parce qu'il était le secrétaire de la mission Dakar-Djibouti, je vais écrire tous les jours, mais aussi je vais me livrer à mes propres pensées, et je vais me mettre en cause, et c'est vraiment un début d'écriture autobiographique, même si c'est sous la forme de journal, et même si c'est un journal ethnographique, et quelque chose qui est encore célébré de nos jours par... Michel Léris n'est très peu connu pour son œuvre littéraire, en dehors d'un certain nombre d'amateurs extrêmement éclairés et importants, mais alors, dans le milieu ethnologique, il est toujours considéré comme celui qui a conduit la plupart des africanistes à leur vocation, et qui est toujours, pour les ethnologues, quelqu'un qui a tracé un chemin grâce à l'Afrique fantôme. Mais c'est aussi un chemin que lui-même s'est tracé vers une certaine forme d'écriture. Et quand il est rentré d'Afrique, il est revenu vers un poème, la Néréide de la mer Rouge, et puis ensuite, grâce à Bataille qui lui suscite pour un texte, et grâce à il arrive à créer ses fiches. Et c'est là où la forme est très importante. À partir du moment où, dans les cafés du Trocadéro, à l'heure du déjeuner, entre le matin et l'après-midi au Musée de l'Homme, il commence à rédiger des fiches. Et il construit sa méthode. Vous parliez, Maurice Nadeau, du rapport de Léris au temps. Est-ce que le fait de choisir l'ethnologie pour métier, puisque ça a été son métier, c'était pas aussi une façon d'échapper au temps, de se mettre dans les marges du temps, en même temps qu'une sorte de technique, cette façon qu'il a de faire de lui-même un objet d'observation, comme on le fait en ethnologie d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à propos de lui-même. Enfin, il a appliqué les règles de son métier pour sa propre écriture. Pour Bifur et Fourbis, c'est sûr, puisqu'il le dit. Il le dit qu'il fait des fiches, et comment faire en ethnologie pour noter les choses qu'on voit, les cérémonies auxquelles on assiste, etc. Et puis bon, il a transposé dans l'écriture vraiment ce métier ethnologue. Et je crois que c'est ce métier auquel il tenait beaucoup. Enfin, il a tenu. Je me souviens quand il a été mis à la retraite, ça a été quand même Il n'a pas été franchement mis à la retraite, on lui a simplement dit qu'il pouvait disposer de son temps ailleurs, enfin que dans son bureau, ce qui était une façon de lui dire, bon ben ça va. Et il a été très, très meurtri. Enfin, c'est pas une chose qui s'est passée facilement. Enfin bon.
4 octobre 1932. Le sacrifice de poulet a eu lieu. Abba Jérôme et moi sommes venus, avec nos lits pour passer la veillée. Chant, transe et danse, selon la coutume. La femme aux genoux gonflés est là, avec son mari. Elle va mal, souffre et gémit. Le sang qu'a reçu son tsar ne l'a pas délivrée. Faute de l'espoir de ses jours derniers, elle est affreusement triste. La danse est menée cette fois-ci par une femme grande, maigre, au visage grêlé qu'il me semble reconnaître. Elle se remue beaucoup, parle la langue corrompue des arts, fait la petite folle, réclame du raki. Griol en envoie chercher. Je reste stupéfait de rencontrer une pareille femme ici. Avant le sacrifice, elle disparaît. Il y avait aussi au début, je pense, quand on choisit un métier comme ça, il y avait ce besoin d'exotisme aussi, ce besoin de sortir de lui. Il faut voir cette famille du 16e arrondissement, enfin bien policée, bien le père agent de change. C'est une famille, il y a une sœur, je ne sais plus combien, il y a 3 frères qui sont les frères, ils sont plus ou moins dans la bourse, le commerce, etc. Il y a besoin de sortir de là et d'aller frotter à ce qu'on appelait les sauvages à l'époque. Bon, à partir de ce moment-là, on change. On les appelle encore les primitifs, on continue d'ailleurs. Mais on sent que ce sont des civilisations différentes et il y a ce besoin de connaître autre chose aussi, je crois. Je suis pas le seul. Hein. À ce moment-là, il y a des gens comme Métro, qui a été un de ses maîtres aussi, et de ses amis. Il y a plus tous les gens, Malinowski, enfin les gens à l'étranger aussi, qui commencent à s'intéresser, Boas, tout ça, qui s'intéressent à l'Afrique. 11h50. Arrivée de la vieille possédée aveugle, dont les pieds vont tâtonnant. Insufflation d'eau par l'anus dans l'intestin pour chasser la merde, du bélier qui s'en va, hésitant comme un ludion. Arrivée d'autres gens. Le possédé, ex-assassin, toujours aussi pédant. Une vieille Balazar d'Addis Alam qui est folle, possède de très beaux yeux encore lubriques et me rappelle feu Louise Balti. Elle apporte à Malcolm Ayaou une offrande de plantes médicinales. Café, repas de Malcolm Ayaou, puis repas en commun sur le bélier sacrifié. Toutefois, celles qui ont reçu des poulets prennent leur repas à part. Ceux qui toucheraient à leur viande seraient frappés par contagion. Dans mon intention, c'était tout de même, malgré tout, l'ouverture sur autre chose. Je ne dirais pas du tout que j'avais à ce moment-là l'intention de devenir un ethnographe professionnel, mais je voulais absolument changer d'atmosphère, voir d'autres choses, voir d'autres gens, prendre contact avec une autre civilisation que la civilisation occidentale, que, comme tous les surréalistes, je peux presque dire que je vomissais. Parmi les injustices sociales, enfin, qui sont très nombreuses et très fortes, et qui peuvent révolter, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin je dirais presque. Ce mépris, enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourrait leur donner des leçons. Pendant qu'ils partent, on monte l'exposition coloniale et toute la France se précipite pour voir tout ce qu'on sait de cette exposition qui vraiment était une mentalité totalement coloniale. Alors ils partent, eux, imbibés de cette mentalité, nés avec cette idée que l'Afrique occidentale est française et que tant qu'on est en Afrique occidentale, finalement, prendre les fétiches Bambara, on prend ce qui nous appartient quelque part. Et d'un autre côté, ils ont conscience, pour certains d'entre eux, et l'affrontement avec Griol naît à ce moment-là, naît de la différence de conscience qu'ils ont. Tous ceux qui ont construit le musée du Trocadéro, autour de Georges-Henri Rivière, avec Marcel Griol qui
commandent cette expédition ont eu effectivement le désir de renouveler l'ethnographie et d'aller beaucoup plus, de présenter une autre image que celle qui est contemporaine, qui est l'exposition coloniale. Donc, il est dans une ambiguïté et il en a conscience. Et il la décrit. Et c'est, je crois en cela que l'Afrique fantôme est anticolonialiste, même s'il n'a pas une position claire de la façon dont la difficulté qu'on a à porter un regard sur l'autre. C'est ça, c'est vraiment, Michel Leiris prend conscience à quel point, à la fois, là encore, l'Africain est différent et l'Africain l'attire, et l'Africaine plus encore. C'est-à-dire que depuis la naissance de sa vie sexuelle, il a toujours eu l'image d'une femme noire, comme d'une sorte de rêve non réalisé. Et la première femme noire face à laquelle il se trouve vraiment est Emma Wayish, et la femme de Malcolm Ayaou qui mène les cérémonies Zahar avec toute leur étrangeté. Et Michel Leiris à la fois décrit comment il est emporté dans cette étrangeté, mais il est emporté toujours avec son costume colonial impeccable, son costume d'ethnographe venu d'ailleurs, de blanc venu d'ailleurs, et qu'il ne cherche pas à troquer pour un autre. Il disait, et sa voix se mêlait au bêlement des chèvres, au cri des coqs, au rire des filles dans les villages traversés. Derrière lui, les pays se refermaient comme des lèvres ouvertes un instant pour la morsure ou le baiser. L'Afrique se dénudait, rejetant les bijoux qui tintaient entre ses seins proéminents, et des chants la secouaient tout entière comme un vent de tornade, tandis que le sang lourd des sacrifices coulait entre ses jambes suantes, menstrues éternelles et violentes. Plus seul qu'un plomb de sonde, il courait l'univers, et partout son ombre le suivait, double de lui-même, écrasé par la honte de cette errance sans espoir, dans une vie sans cœur. Le rapport établi par Michel Leiris entre littérature et tauromachie est intimement lié à ce pacte de sincérité qui très tôt va devenir sa position littéraire. Si la tauromachie fascine autant Leiris, on peut dire, Francis Marmande, que c'est en raison d'une forme précisément de vérité et de sincérité qui s'y pratique. D'évidence, hein, d'évidence. C'est là que la tauromachie le retient, le captive et lui donne à penser, mais il est en même temps un spectateur tout à fait spontané, très pris par la furie du spectacle, mais si c'est un spectacle, une question qu'il se pose d'ailleurs très tôt, mais ce qui lui apparaît d'abord, c'est que cette mise en jeu du corps du torero, cette façon de s'exposer, cette absence de possibilité de dissimulation, ne peut que servir de guide à l'acte littéraire tel qu'il se le figure. Alors, il y aurait un indice tout à fait probant de cela, c'est que ce texte de 1938 qui s'appelle Miroir de la tauromachie et qui est resté un des monuments de la littérature taurine parce que c'est à la fois un texte très, très simple, très documenté, très impressionniste. On le voit plutôt comme une sorte de guide, mais c'est aussi un regard. Et ce texte commence par un mot étrange, c'est « donc ». Le premier paragraphe commence par « donc le matador ». Ah, c'est très curieux dans une
pensée de la causalité, de la conséquence ou d'une phrase articulée, le donc conclut quelque chose. Et donc le texte même arrive après l'expérience. Hein. Et dès la deuxième ligne, cette notion, donc le matador se tient debout, les pieds impeccablement joints, rivé par sa peur de déchoir au su du public. Là, je crois que c'est une notation d'une exactitude tout à fait louable. Enfin, peu de gens voient ça. On parle beaucoup du courage des toreros, mais les toreros ne parlent jamais de leur courage, ils parlent de leur peur. Le courage, ça serait comme une sorte de vertu qui aurait triomphé d'un état antérieur. Non, non. La peur, il l'a vue, et cette peur, elle est moindre concernant la blessure et la mort que concernant l'être même qui se donne en public. La peur de déchoir. La peur d'être ridicule, la peur d'être malencontreux. Mais c'est aussi la peur de l'image qu'on se fait de soi. Et c'est cette peur, cette vérité de la peur dont Georges Bataille dit que c'est un motif philosophiquement très peu analysé, très peu, Hobbes, un peu. Pas l'angoisse, pas l'anxiété, la peur même. Et la peur, je crois que le seul endroit où on la voit à l'œil nu, c'est effectivement l'arène. Elle est liée à la déclaration de sincérité, à ce pacte qu'on noue aussi avec la vérité, qui a été probablement le fond de l'entreprise de l'autobiographe, alors Michel Leiris. Donc, le matador se tient debout, les pieds impeccablement joints, rivé par sa peur de déchoir au su du public, en même temps que par les bandelettes qui enserrent sa cheville, masqué par le bas rose vomi et le clinquant des escarpins. Vous parlez très bien, Maurice Nadeau, dans votre livre, de ce combat en fait, que Leiris engage avec l'âge d'homme, combat pour la vérité, hein, dire toute la vérité, être dans ce pari de la sincérité, qui est quand même une entreprise, vous le dites, qui est malgré tout vouée à l'amertume et à la déception, inévitablement. Oui, c'est, comment dire, il s'est jamais vu du bon œil, si j'ose dire. Enfin, il s'est trouvé toujours une façon de... Enfin, il y a du masochisme dans son cas, hein, pourvu qu'il puisse se taper dessus, parler de sa lâcheté, de son manque de courage, ou même de son apparence physique. Enfin, il ne rate aucune occasion de se... Naville avait une expression pour dire ça. Oui, il est toujours en train de se gratter ses plaies, de gratter ses plaies. Et c'était exactement ça. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas et qu'il faut que, bon... alors peut-être l'écriture était une compensation à tout ça, mais on ne peut pas dire qu'il se donne de beaux rôles non plus. Au contraire, c'est plus il s'acharne contre lui-même qu'il pense arriver à une certaine vérité sur lui-même. Je dirais, moi, j'ai suivi toujours son... tenu par mon métier même de critique, de journaliste, de suivre un peu sa... comment on dit, on ne peut pas parler de carrière dans son cas, son vrai métier c'était l'ethnologie, c'était pas l'écriture. Mais enfin, l'écriture c'était à la fois son défouloir et sa façon d'exister aussi. Le reste c'était de la bureaucratie, c'était du... Il fallait que je sois à tel homme. C'était un homme très réglé, hein.
très réglé dans son emploi du temps, dans les rencontres qu'il avait, etc. Bon. Alors, dans cette littérature, qui voulait être en même temps une littérature, en effet, de la sincérité totale sur soi. Bon, très bien. Alors, moi, j'ai été déçu ces dernières années parce que j'ai dit, bon, oui, en effet, la sincérité, tout ce qu'il avait raconté, les littératures et l'écriture est un risque, et la corne de taureau, etc. Bon. Et puis, son légataire universel, là, Jean Jamin, publie le journal que tenait Léris. Ben, j'en suis tombé un petit peu, en effet, sur le derrière. Je dis, mince, alors, la sincérité, mais où est-elle? Est-ce qu'elle est dans le journal ou est-ce qu'elle est dans Bifure? Alors, ça amène à se poser des questions, parce qu'on se dit, c'est pas douteux qu'il est beaucoup plus lui-même, beaucoup plus sincère, beaucoup plus lui-même, oui, dans Bifure, dans la littérature, que dans son journal. C'est ça qui est curieux. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui lui permet de se découvrir, de se dire même, de se montrer. C'est très curieux. Mettre à nu certaines obsessions d'ordre sentimental ou sexuel, confesser publiquement certaines des déficiences ou des lâchetés qui lui font le plus honte. Tel fut pour l'auteur le moyen, grossier sans doute, mais qu'il livre à d'autres en espérant le voir amendé, d'introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une œuvre littéraire. Oui, un pacte qui est renouvelé, formulé dans l'autre grand texte où il est question de littérature et de tauromachie. C'est de la littérature considérée comme une tauromachie. Sur ce titre, d'ailleurs, Francis Marmande, quand on écoute Léris s'exprimer dessus, il dit d'abord que c'est un titre qui lui a été inspiré par Thomas de Quincey. Il avait écrit un De l'assassinat, considéré comme un des beaux-arts. Et il insiste sur le côté, c'est un joli mot d'ailleurs, humoreux de ce titre. Autrement dit, je crois que pour lui, ça a été difficile qu'on en fasse parfois une lecture un peu... Il ne dit pas que la littérature... Et voilà. Il s'en agaçait beaucoup. Je l'ai peu connu, mais il y avait évidemment ce petit territoire commun qui était la tauromachie, mais qui en même temps m'intimidait très vite parce que des rares rencontres que j'ai eues avec lui, je ne peux pas me targuer de plus, mais il me demandait des informations sur ce qui était en train de se passer. Il avait cessé d'y aller à un moment donné et disait, il y a un torero dont on parle beaucoup actuellement, qu'est-ce que vous en pensez, Ojeda? Bon. Et j'allais me lancer dans une brillante démonstration quand il me dit, oui, vous savez, je n'y vais plus. La dernière fois que j'y suis allé, c'était avec Picasso. Je me suis senti inutile, quoi. C'était évidemment pas le même rapport, la même conscience. Mais comme il avait une courtoisie, une urbanité, une délicatesse extrême, on pouvait très bien se tirer d'affaire. En tout cas, ce titre, oui, et l'exposé qu'il fait de cette préface qui vient après la réédition de l'Âge d'Homme, après la guerre, et qui engage d'autres questions beaucoup plus graves vers la fin de la préface, comme celle du bleu du ciel de Bataille. Je les rapproche là parce que le miroir de la tauromachie est dédié à Colette Piegnaud, qui est connu par eux sous le nom littéraire, on dira, de Laure, qui a joué un rôle éminent dans leur vie affective, leur vie amoureuse, dans leur vie politique aussi, qui était une femme qui les a initiés à beaucoup de choses. Les deux, Bataille et Léris. Et cette dédicace à la mémoire de Colette Piegnaud m'entraîne à penser que la deuxième page, c'est un dessin de frontispice d'André Masson,
Donc ça passe par là, par cette image du Minotaure et de l'épée d'un taureau en train de mourir. Et Masson est celui chez qui Bataille a écrit Le Bleu du ciel. Et quand Bataille écrit l'érotisme, il le dédie à Michel Leiris. Il y a une boucle, et dans la préface de l'érotisme, Bataille dit « Je n'aurais pas pu écrire ce livre sans le miroir de la tauromachie ». Et si on lit l'article avec tant soit peu d'attention, on voit que je formule le souhait, le vœu, enfin, qu'il y ait en littérature quelque chose qui soit un tout petit peu l'équivalent de ce qu'est la corne du taureau pour le matador. Mais sur le titre de la littérature considérée comme une tauromachie, d'une part, il savait très bien qu'il était démarqué d'un titre fameux, comme vous l'avez dit, et d'un autre côté, jamais il ne prétendait que l'écrivain était avec sa plume dans la même position que le torero avec l'épée. Et il était extrêmement conscient de ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'élucubrations qui étaient assez nigaudes, quoi, parce que il suffit même d'être allé dans une arène une fois pour comprendre cela, simplement la distance. C'est pas pour dire qu'il y a moins d'enjeux à titre personnel, narcissique, scriptural, mais c'est pour dire que c'est pas du même ordre et que dans son esprit la différence était faite. Et que comme tous les gens qui jouent avec des choses très délicates touchant à l'humour et l'humoureux, il n'y a rien de pire que de ne pas être compris. Étant entendu que la corrida met en jeu le corps et la mort, l'accident, alors au sens de ce qui arrive, mais au sens aussi de ce qui arrive de déplorable, tout doit être réglé au cordeau, mais tout. N'importe quel geste, et on met très longtemps à voir une corrida à l'envers de la corrida, si je peux dire, c'est-à-dire par exemple à voir les déplacements des péons dans le couloir. C'est une chorégraphie qui n'en finit pas. Ils ont des positions, et s'ils se trompent d'un bourladero parce qu'ils arrivent trop tard, c'est la vie du torero qui est en jeu, immédiatement. Et on le sait très bien, n'importe quelle expérience de cette vision-là, au moindre faux pas, rien ne pardonne. Mais dans l'écriture telle que se l'est fixée Michel Leiris, grand lecteur des écrivains classiques, de Proust, des logiciens, des écrivains de caractère scientifique aussi, c'est-à-dire les anthropologues par exemple, on dirait qu'il s'est donné à lui-même les règles d'une tauromachie exacte, c'est-à-dire de rien qui soit abandonné, d'une phrase surveillée jusqu'à la coquetterie, enfin jusqu'à quelque chose qui peut avoir l'air quelquefois d'affecté, mais c'est parce que la littérature pour lui, la vérité ne pouvait sortir que de cette soumission aux contraintes. Quant à la corrida, beaucoup de nuls, mais un peu de bons, voire d'excellents. Et cela devant de vrais taureaux, qui pèsent en moyenne un peu plus de 500 kilos, et dont certains sont encore capables de culbuter cheval et picador. Aparicio, manifestement décidé à en faire le moins possible, et ne s'occupant absolument pas de son rôle de chef de Lydia. Rien à son premier, assez lourd et très largement armé. Faena réduite à des passes de corne à corne. Toutefois, à son second, il fait dès le début quelques Véroniques d'un style splendide, comme pour montrer qu'il reste un grand torero. Pas grand-chose à la muleta. Puerta, assez quelconque à son premier, pourtant peu dangereux avec ses cornes recourbées vers l'intérieur. Travaille très bien son second. Une magnifique passe en rond avec le cercle absolument complet, et quelques naturels, malheureusement un peu décousus. Il tue d'un mete et saca suivi d'une estocade entière. Le tout lui vaut 2 oreilles. 1er mai
1962. Les règles strictes de la façon dont le taureau doit être combattu et mis à mort, ces règles sont à la fois des règles techniques et on peut dire des règles stylistiques. C'est en même temps de ça que dépend enfin toute l'ordonnance de la course, enfin cette très belle ordonnance en 3 parties, enfin tout ce qu'il y a de plus classique, avec le tertio des piques au début, les banderilles qui représentent quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus gracieux ensuite, et puis la vraie tragédie qui intervient à la fin avec la mise à mort. Il n'a pas vu les grandes places, il n'a pas vu pour des raisons politiques, on pourrait dire, et historiques, ni Madrid, ni l'Andalousie. Il a vu un petit peu Barcelone et cette corrida Vitoria, il a vu beaucoup de corridas en France. Et pour autant, il a réellement perçu, au fond, ce qu'il en était de cette chose-là. Moi, je pense d'ailleurs, d'une façon générale, et je dis ça sans le moindre humour, qu'il doit être excellent pour l'équilibre psychique d'être à même de pouvoir, sans honte et de façon institutionnelle, se mettre en transe de temps en temps. Au paroxysme du charme, dénouement brusque, ce qui était charmé est cloué. La faena se fane. Alors il a vu l'érotisme et d'une manière plus haute et plus élégante que ce à quoi on l'emploie ordinairement, s'agissant de tauromachie. Toutes les fables sur le masculin, féminin, l'inversion des rôles, et toutes ces choses-là qui ont fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qu'il voit dans la part d'érotisme, c'est la part d'érotisme telle que la concevait André Masson, Picasso, Bataille, c'est-à-dire une part proche ou inverse, ça revient au même, puisque tout est fait dans cette perception des contraires du sacrifice, de la mise en jeu totale du corps, l'approbation de la vie jusque dans la mort, c'est la première phrase du livre de Bataille, mais il procède du livre de Léris, donc c'est à cela qu'il pense, en tout cas quand il écrit cette phrase-là. Cette approbation qu'il a strictement rien, je le dis parce que ça aussi, ça a donné lieu à tant de malentendus, strictement rien de morbide. Enfin, c'est au contraire, c'est une sorte de santé, de joie devant la mort, comme d'une expérience parmi les autres, celle qui reste la moins connaissable, mais qui est ni plus ni moins effrayante qu'une autre. Sauf qu'elle ouvre à l'inconnu, mettons. Mais l'érotisme aussi ouvre à l'inconnu pour eux. À 2 pas des molles babines, l'étoffe se cabre, l'épée lui. L'estoc, jusqu'à sa garde fleurie, du matador, disparaît au sommet du garrot, comme la rose rouge qu'une fille au corsage serré se plante entre les seins. J'ai été, je crois, 6 mois au Parti communiste. J'étais comme beaucoup de surréalistes, comme la plupart. Les uns y sont restés, d'autres pas. Nous étions inscrits au parti. J'y suis pas resté parce que, au fond, parce que je me suis aperçu très simplement que je n'avais pas du tout l'étoffe d'un militant. Prendre parti, c'est très facile. C'est d'ailleurs ce que je fais, mon Dieu, assez souvent. Ma signature, je dirais presque que trop souvent, fait figurer dans des manifestes, enfin pour réclamer ceci ou cela. Mais être vraiment un militant, ça implique qu'on s'y consacre entièrement. Alors, effectivement aussi, les voyages et les rencontres avec des pays communistes sont des occasions de ces grands enthousiasmes. Alors,
On peut en citer deux. On peut citer la Chine de Mao. La Chine de Mao, dans les années 50, il tombe dans cette fascination de la Chine de Mao, mais vraiment sans... Là, pour une fois, on a l'impression sans aucune distance. C'est-à-dire qu'il fait son journal en racontant les événements tels qu'ils lui sont présentés, les usines telles qu'il les voit. Il comptabilise tout ce qu'on lui décrit comme comptabilité de production, comme comptabilité d'élèves dans les écoles. Enfin, il reprend tous les événements qu'on lui donne et il n'a pas cette distance parce qu'il est dans une sorte d'enthousiasme. Il retrouve un enthousiasme face à la Chine. Il rentre de voyage, donc avec ses notes, et là c'est le grand drame qu'il décrit au début de Fibrille. Ses notes sont vides. Il se retrouve face au vide. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu dans un enthousiasme dans lequel il s'est jeté, presque volontariste, il s'aperçoit en reprenant ses notes, donc par le travail de l'écriture, la littérature lui fait prendre conscience du vide. Alors, avec Cuba, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que lorsqu'il va à Cuba, c'est Wilfredo Lam qui l'y entraîne et Carlos Franchi. Donc, lorsqu'il est entraîné pour le salon de mai à Cuba, même enthousiasme. D'autres jeunes comme Pierre Guyotat qui sont avec lui sont sensibles aux signes de fracture. Lui, pas du tout. Il est dans le même enthousiasme, mais d'un autre côté, lorsqu'il rentre et qu'il prend ses notes pour écrire, alors là, au contraire, c'est une extrême jubilation. Et cela entraîne son écriture dans cet enthousiasme même. Son écriture est portée par ce qu'il a vécu à Cuba. Alors, vis-à-vis de l'homme intégral qu'on est en train de construire, c'est vraiment un rêve. Il est porteur lui-même d'un rêve par rapport à tout ça. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Je me souviens qu'à La Havane, on était très portés, on était très enthousiastes, on a dit, oh, voilà, le socialisme, un visage humain, c'est ça, c'est formidable. Mais rien qu'à voir les Cubains, les femmes et même les hommes, enfin, quand on a vu une division, je sais pas où, un régiment défiler en dansant dans les rues de La Havane, on dit, c'est pas possible. Ils dansaient, c'était tout à fait autre chose, on était portés aussi par ça. Mais quand même, l'ethnologie l'a toujours autant intéressé que l'écriture. Et puis il a commencé à parler du vaudou qu'il connaissait très bien par son ami, surtout Alfred Métro, qui avait écrit là-dessus. Et il a demandé à assister à une cérémonie vaudou. Alors on lui a dit, oh, pas question chez nous, hein. Non, c'est fini cette histoire. Il était très déçu, je crois. Bon, enfin, on s'est fait des... Oui, parce qu'on était toute une bande. Il y avait Marguerite Duras, il y avait Mascolo, il y avait des peintres, Lam, etc. Enfin bon. Enfin, l'Iris quand même, enfin, se trouvait bien. On s'est bien trouvé. On a fait ensemble un immense tableau, chacun a porté son truc, je ne sais plus ce qu'il a mis. Enfin, on a photographié ça ensuite, je vais voir ça quelque part. Enfin, c'était pour lui l'aube, en effet, de quelque chose de nouveau en Amérique latine, ce qui était vrai à l'époque d'ailleurs. Enfin, on a marché là-dedans, moi je ne regrette pas, parce que c'était quand même de très bons moments. Bon, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dessous et ce qui allait venir ensuite. Je puis dire qu'à Cuba, alors là, cette fois, je me suis trouvé vraiment dans un état d'euphorie, enfin de détente, d'enthousiasme, comme jamais nulle part ailleurs je ne me suis trouvé jusqu'à présent. Quelles en sont les raisons ?
indépendamment enfin, de toute question politique. Il y a bien sûr la beauté du pays. Les gens sont d'une gentillesse extrême, très accueillants. On ne se sent pas du tout étranger. Ils ont un esprit internationaliste, enfin tel que on a l'impression qu'on pourrait devenir cubain, enfin, presque du jour au lendemain, si on voulait. Et par ailleurs, quant au travail qui s'y fait depuis quelques années sous l'impulsion de Fidel Castro, ce qu'il y a d'absolument admirable, c'est qu'on est devant une révolution vivante et libre, une révolution absolument pas bureaucratisée. Ça, c'est étonnant, avec tout le temps de l'imagination. Enfin, des idées, comme par exemple pour le Salon de mai, enfin, dont la présentation était étonnante. Fidel Castro avait demandé que, à côté du Salon de mai, et dans le même parc où il y avait le Salon de mai, mais je dirais à 50 mètres, il avait demandé qu'il y eût des étables avec des vaches et des taureaux. Et c'est là qu'intervient l'énorme bon sens pour montrer qu'au fond, on ne peut pas séparer les diverses activités humaines. Il y a l'activité artistique, mais il y a aussi les activités utilitaires qui doivent être menées de pair et qui ne doivent pas faire figure de parents pauvres. Il aimait à ce point les gens qu'il les interrogeait. Voilà. Donc, il y allait ou il n'y allait pas, mais il en savait largement assez. Puis, la pesanteur, la valence politique chez lui, qui a toujours été une détermination profonde, comme une éthique de vie, a fait également que non seulement le noir, l'Africain américain, l'Africain en Amérique représentait une certaine forme de pensée et de liberté, mais qu'également la musique représentait une forme d'insurrection. Si bien qu'en 1969, il n'est plus tout jeune, il n'est pas si âgé non plus. Il est un des rares Français à être allé au Festival panafricain d'Alger pour des raisons politiques. Festival panafricain, c'est le premier festival d'art où toutes les sources de l'Afrique sont sollicitées pour se présenter les unes aux autres, hein, plutôt que jouer ensemble. Il y a aussi des rencontres musicales, mais c'est pour se connaître. Archie Shepp, au Festival panafricain, demande à jouer avec des musiciens africains. Et Léris est là. Et il y a 14 lignes du journal, parce qu'il n'a pas fait d'autre usage que cela, cet usage privé. Il a consigné cela. 14 lignes qui sont mais lumineuses. Si les gens en avaient écrit sur le jazz que dans cet esprit-là, on n'en serait pas là. 16 août 1969. Ne pas oublier que Psychodrame et Happening, ceci quant aux réussites telles qu'à Alger le 31 juillet au soir, le Jazz is Black, We Are Black d'Archie Shepp et Ted Jones, avec des musiciens et chanteurs de tous les coins de l'Algérie, sont motivés et non gratuits, but curatif dans l'un, politique dans les autres. Ce qui fait que le jazz est exemplaire, c'est peut-être que, outre son caractère syncrétique, Afrique, Occident, Amérique latine, il est parti du folklore pour aboutir au happening, avec l'improvisation très poussée comme elle se pratique dans le free jazz, et avec son ouverture sur de vrais happenings tels que celui de Archie Shepp à Alger.
27 octobre 1966. Lu dans l'Express que Johnny Hallyday, qui semblait en perte de vitesse et qui ne s'était pas produit depuis sa tentative de suicide, a fait une rentrée triomphale à l'Olympia. Mais à quel prix? Vers la fin, une bouteille de whisky à la main, il a ôté sa chemise et l'a lancée au public. Il a demandé s'il n'y avait pas ici une fille pour l'aimer. Parisien parmi des millions, un vieux petit monsieur mis sobrement mais avec attention, sans barbe ni moustache et la tête rase, qui n'arrive plus à trouver dans l'écriture un moyen de ne pas être pétrifié à la vue de la méduse qui loge en lui. Les gens que j'ai rencontrés, qui l'ont rencontré même tard, me disaient que chaque fois qu'ils, sauf les très proches, que le fait d'aller vers Léris mettait mal à l'aise, parce que lui-même l'était mal à l'aise. Et donc il y a cette sensation de malaise, et il a eu des crises très violentes toute sa vie, des crises très violentes de désespoir, des crises très violentes de ne pas savoir comment vivre. Il a fait une tentative de suicide en 1957, qui a été très loin, puisqu'elle lui a valu une trachéotomie après un séjour long à l'hôpital. Et il me semble que cet homme qui a toujours... Bon, on ne va pas faire de diagnostic, et c'est quasiment impossible de faire des diagnostics a posteriori, de mettre des noms médicaux sur des difficultés de comportement et à vivre avec soi-même. Mais j'ai vraiment, moi, la certitude personnelle que la littérature lui a permis de vivre. Au-delà de son entourage, qui était très présent, qui est membre de sa femme, Z, qui est quelqu'un auquel il faudrait consacrer un livre si sa mémoire n'interdisait pas de lui consacrer ce livre, parce que justement, il n'y a pas plus bel hommage que de laisser Z dans l'ombre, quelque part. Mais elle a été quelqu'un qui a effectivement aussi permis à Michel Léris de vivre très longtemps. 22 août 1966. Et la littérature. Sentiment d'avoir peut-être encore des amis, mais plus de compagnons. Camarades de travail, ou à tout le moins camarades dont l'idée qu'ils sont au travail encourage. Vide énorme creusée à cet égard par Giacometti. Peut-être parce que Bataille disparut, il était le dernier. Limbourg, Queneau sont certes des amis, et des amis que j'admire, mais ce n'est pas la même chose. Qu'ils travaillent me donne seulement le grand plaisir, ou le grand espoir de plaisir, de lire quelque chose d'eux. C'est vrai que les dernières années de sa vie, elles sont marquées, et on le voit dans le journal, par une succession de morts. Oui. Les morts, évidemment, s'accumulent, parce que lui-même entre dans un âge très très avancé, et donc petit à petit, à partir de 70 ans, par exemple, il note l'âge de la mort de Limbourg par noyade à 70 ans, parce que lui va avoir 70 ans. Et petit à petit, au fil évidemment des années puis des mois, les morts s'accumulent autour de lui, et des morts qui lui sont proches. Jeanne Godon, puis ça sera Candveller, puis vraiment à l'extrême fin, Z. Donc tous ces morts qui s'accumulent, c'est quelque chose qui rend effectivement sa vie extrêmement difficile. Et c'est le musée aussi, quelque part, qui le soutient, parce que c'est là où il peut rencontrer des jeunes, qu'il rencontre par la littérature, mais qu'il rencontre aussi par le musée. Je pense à Jean Jamin, qui est devenu son exécuteur littéraire, terme affreux, mais qui a fait en sorte que la fin de la vie de Michel Léris ne soit pas uniquement cette corde de mort, mais au contraire que des jeunes continuent à réfléchir avec lui, continuent à faire en sorte que sa pensée... Francis Marmande, qui était aussi... avec lequel il partageait des choses autour du jazz, Denis Ollier, tous ces Catherine Maubon, tous ces gens qui, à la fin de sa vie, ont fait qu'il continuait à exister très fortement. Et bien sûr, la littérature.
il continue à écrire vraiment jusqu'à l'extrême fin de sa vie. Il publie avec une grande assiduité, à corps et à cri, c'est 88. C'est l'année de la mort de Z. Moi, qui n'aurais pour viatique posthume ni corde de pendu ni balle de revolver, non plus que nul harard ou oreille coupée, car je me déciderai maintenant trop tard pour que cela ait plus de sens qu'un suicide d'homme ruiné ou de malade condamné, dois-je voir dans cette cicatrice, à défaut d'un attribut comme en comportent les figures de saints exposées dans les églises et les musées, quelque chose d'analogue à la croix des braves ou à la médaille du Tonquin qu'en d'autres temps et d'autres milieux l'on enterrait avec le vieux parent radoteur qui en était le titulaire. Tels ces anciens combattants qui ressassent leur guerre parce qu'ils n'ont connu aucune autre grande aventure et qui aiment éventuellement à exhiber les traces de leurs blessures, je me reporte à mon suicide manqué comme au grand et aventureux moment qui représente, dans le cours de mon existence à peu près sans chaos, le seul risque majeur que j'aurais osé prendre. Et il me semble aussi que c'est à ce moment-là que, mariant vie et mort, ivresse et acuité de vue, ferveur et négation, j'ai embrassé le plus étroitement cette chose fascinante, et toujours à poursuivre parce que jamais tout à fait saisie, que l'on croirait désigner à dessein par un nom féminin, la poésie. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Une vie, une œuvre, Michel Leiris, avec Aliette Armel, auteur d'une biographie de Michel Leiris parue aux éditions Fayard, Francis Marmande, écrivain, critique de jazz au journal Le Monde, Maurice Nadeau, éditeur, et avec la voix de Michel Leiris. Texte lu par Caroline Dusset et Jean-Louis Jacopin. Les œuvres de Michel Leiris sont publiées aux éditions Gallimard. Recherchina, Catherine Louis. Prise de son, Véronique Amiot, Carole Sandevoir, Philippe Thibault. Mixage, Yves Baudry. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Une émission de Catherine Poimbert. Note acquittée. Bagage bouclé pour l'éternel retour. On se sent pernicieusement désœuvré. Porte ouverte, par où un vent coupant s'engouffre. Sur la langue, goût écœurant de l'adieu, et non plus celle de la bientôt. Hoy represento el pasado.